nous allons parler donc du livre d'un Guinéen qui s'appelle Amadou Thierno Diallo. Le titre du livre, Un fils du terroir. Bonjour Madame, Messieurs, vous êtes sur Africain avec l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, je reçois à ma gauche Monsieur Lansine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. Et à ma droite, donc, il y a Monsieur Fodé Souma, guinéen. Donc, et à côté de lui, il y a Monsieur Moustapha Dramé, qui est sénégalais et qui est dans la politique. Donc, nous allons parler donc, du livre d'un Guinéen qui s'appelle Amadou Thierno Diallo. Le titre du livre, Un fils du terroir. Donc, à ce titre, j'invite ces trois personnalités pour venir parler du livre qu'ils ont lu. Et donc, je commence par le président Lansine Camara. Avant de parler du livre, je souhaite que vous vous présentez à nos téléspectateurs. Très heureux, président de l'Union internationale des journalistes africains, animateur culturel et économique. Très bien, monsieur Souma, vous pouvez vous présenter également à nos téléspectateurs. Fodé Souma, je m'appelle Fodé Souma, je suis auditeur de profession, mais à la retraite. Parfait, monsieur Dramé. Moustapha Dramé, consultant, conseiller en communication et président du mouvement Le Sénégal au cœur, allié au PASTEF. Très bien. Alors, donc, nous allons donc parler de ce livre donc qu'on appelle Un fils du terroir et qui est écrit par monsieur Amadou Thierno Diallo, donc un Guinéen qui est en France en ce moment hein, et qui va d'ailleurs passer sur le plateau. Donc, monsieur Camara, vous le connaissez, monsieur Diallo, vous avez lu son livre. Donc, que pensez-vous de ce livre en gros? C'est un livre événement où il est question de culture, il est question de bonne gouvernance, il est question de paix et il est question surtout de l'avenir des jeunes Guinéens. C'est un livre apaisé et apaisant, motivant, et nous sommes très fiers de parler de ce livre comme un livre qui peut apporter un plus dans le paysage politique guinéen. Très bien. Monsieur Souma, votre avis sur le livre? C'est un excellent livre. Je l'ai lu et je viens là pour vraiment pousser les auditeurs ou les lecteurs amoureux de la lecture, n'est-ce pas, de lire ce livre-là. Il rappelle un peu Ulysse. Ulysse qui a tourné à travers des pays et des pays, il a fréquenté des palais, etc., etc. Ça, il me le rappelle réellement. À un moment donné, il a décidé de rentrer dans son pays. Ça vous rappelle aussi de votre enfance, hein, parce qu'il a parlé... Justement, j'en arrive. Voilà. Notre enfance et surtout les valeurs de cette époque qui sont perdues, malheureusement. C'est ce qui permet aux jeunes de faire n'importe quoi à l'heure actuelle. Des migrants dont on parle tout le temps n'ont pas eu la chance que M. Diallo a eu. Il a été à l'université de sa grand-mère. C'est pas rien. C'est extrêmement important. Et cet apprentissage de la vie, l'école de la vie, dès au départ, a permis à ce monsieur de s'aventurer à travers le monde. Il a rencontré 57 chefs d'État africains et d'ailleurs auxquels il a participé ou donné les conditions du développement et surtout apporté des crédits considérables pour le développement de ces pays. C'est ça qui m'interpelle dans ce livre-là. C'est extrêmement important et je souhaiterais que la jeunesse, qu'elle soit guinéenne, africaine et du monde, prenne graine. S'inspire de ce livre. Oui, oui, de ce livre-là. Ça me paraît très important. C'est ce qui m'a motivé de parler de ce livre-là. Il est très, très, très bien fait, avec une écriture fine et qui est à la portée de tous. Donc, il est souhaitable que les uns et les autres puissent lire ce livre et vraiment en prendre graine. Très bien. Alors, monsieur Dramé, donc, il a écrit ce livre. Dans le livre, il est né dans un village en Guinée. Donc, ça vous rappelle de vos enfances, de votre enfance, de votre terroir Marsassoum? De mon terroir Marsassoum, et je voudrais féliciter justement Amadou Thierno Diallo. Ce livre, c'est 293 pages de bonheur.
de bonheur interconnecté, tant sur l'histoire, sur l'économie, sur le culturel, sur le politique. Disons, toutes les dimensions qui fondent aujourd'hui l'écosystème se trouvent plus ou moins traitées dans ce livre. Et si on y ajoute la part de la littérature, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien écrit! Qu'est-ce que ce français est limpide! Qu'est-ce que la langue de Molière est belle quand elle est maltraitée comme ça! C'est magnifique ce livre comme il est écrit. Donc je vois, c'est marqué autobiographie. Mais c'est la biographie de chacun de nous. C'est la biographie de tous ceux qui ont quitté leur terroir à un moment donné pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire ailleurs. Ailleurs où on pensait que tout est là et finalement on se retrouve à un moment donné que en fait, ici c'est vide, que tout est chez nous. Cet homme, c'est une dimension. C'est une dimension, je ne le connaissais pas. Mais honnêtement, si je pouvais le rencontrer encore pour qu'il parle de ça de façon orale, pour qu'il traduise ça lui-même par rapport à sa façon de voir les choses, je pense que les jeunes comprendraient beaucoup de choses. J'ai aimé ce livre parce que ce n'est pas une biographie, ce n'est pas une autobiographie, c'est un livre programmatique. Tout ce qui se dit actuellement sur l'écosystème, tout ce qui se dit sur l'économie, la migration, le culturel, tout est plus ou moins traité dans ce livre et je dirais par le contenu et par la forme. Ah non, c'est franchement, je pense qu'il a réussi un coup de maître. Et si on devrait noter ça, on dirait tout simplement 19 sur 20, parce que 20 sur 20, c'est toujours très difficile, rien n'est parfait. Mais en tout cas, c'est un bouquin qui en vaut la peine et c'est une œuvre d'art pour moi. Parfait. Alors, Monsieur Camara, l'auteur est guinéen comme vous. Donc, il a parlé de la Guinée profonde, de son enfance, de la Guinée rurale. Et est-ce que vous, qui avez vécu également en Guinée, hein, qui avez fait une très bonne partie de votre enfance en Guinée, est-ce que, selon vous, la Guinée de cette époque est aujourd'hui différente de la Guinée actuelle? Mais mon cher ami, c'est très, très différent. Il se trouve qu'il y avait, dans mon enfance, des valeurs avec lesquelles on ne jouait pas. La morale, la rigueur, le travail, le patriotisme. Ça, c'est ce qui nous a fait, moi en tout cas, c'est ce qui a fait grandir ma génération. Il se trouve que les jeunes étaient très bien formés. Ceux qui avaient été à l'université étaient d'excellentes formations. Et entre-temps, Ahmed Sékou Touré, qu'on l'aime ou pas, d'une façon ou d'une autre, a voulu nous mener à l'indépendance. Ce qui est une très bonne chose, même si par la suite, il y a des conséquences que nous connaissons. Nous avons été totalement émerveillés par les idées de Sékou Touré. Au départ, on pensait que ça allait être le grand bâtisseur, l'homme qui allait unifier la Guinée pour une fois pour toutes les ethnies, ensemble, pour que la Guinée aille de l'avant. Entre-temps, c'est vrai, il y a eu la dictature que je condamne, il y a eu des morts au camp Boiro que je condamne, mais je précise que le camp Boiro n'a pas broyé que telle ou telle ethnie. Toutes les ethnies ont été broyées au camp Boiro. Malinké, Soussou, Guerzé, Thomas, tous ont été broyés. C'est pourquoi le changement en Guinée doit être un changement populaire, national, conscient, organisé. On en arrive là. Ceux qui ont pris le pouvoir devaient apporter ce qu'on appelle la bonne gouvernance, le sérieux, l'efficacité. J'ai trouvé que beaucoup d'entre eux se sont laissés corrompre. Le pire ennemi de la Guinée, c'est la corruption, la désinformation. C'est ce qui fait que la Guinée est tombée si bas, très bas. Mais il y a des figures qui apparaissent, telles que la figure de notre ami Amadou Tieno Diallo. Très belle figure. Dans un monde difficile, qui écrit un ouvrage autobiographique, alors là, excellent, que j'appuie de toutes mes forces. Et je dis, on ne fera pas seulement le débat face à l'Afrique, mais on le fera ailleurs, à Conakry. Et pourquoi pas, non, même aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont allés aux États-Unis. Maintenant, pour être très concret, nous voulons de nouvelles figures. Tieno Diallo appartient à cette nouvelle figure. Nous voulons ce qu'on appelle des gens qui apportent surtout le renouveau, dans le vrai sens du mot,
comme viennent de faire les Sénégalais. J'étais à Dakar pendant un mois, j'ai vu que malgré tout, que Bassirou et notre ami Ousmane Sonko, évidemment, se mettent ensemble pour que la situation s'améliore. De toute façon, la partie Sénégal, on y reviendra. On y reviendra. Donc, on y reviendra. Nous voulons une Guinée nouvelle, avec une mentalité nouvelle, avec une jeunesse debout, mais pas une jeunesse violente. J'ai horreur de la violence. Ça ne sert à rien du tout. Si la violence pouvait construire un pays, la Guinée serait aujourd'hui le Dubaï. Ce n'est pas le cas. Tout le monde tue tout le monde. Non, non, non. Il faut apaiser et il faut aller vers le renouveau. Alors, M. Souma, dans le livre, il a parlé aussi de l'état des hôpitaux en Guinée. Et parce que lui-même, son père a été admis dans un hôpital en Guinée. Et donc, il a parlé de l'état des hôpitaux. Est-ce qu'à votre avis, quand vous étiez jeune en Guinée, le système hospitalier fonctionnait mieux que maintenant ou... Naturellement, figurez-vous qu'à cette époque, dans les écoles, on venait nous prendre pour aller à l'infirmerie et on était soignés gratuitement, sans aucun problème. Les familles également pouvaient se rendre à l'hôpital sans aucun problème. À la limite, quelques petits sous pour pouvoir justement alimenter la caisse de l'hôpital. Tout était pris en charge par l'État. Aujourd'hui, on laisse mourir le malade qui s'est rendu ou qui s'est fait rendre à l'hôpital s'il n'a pas les moyens de payer. Parce qu'il n'a pas l'argent. Oui, s'il n'a pas les moyens de payer tout de suite. On le laisse mourir. On en est là. C'est tragique, mais malheureusement, bon, comme le disait le président Lanciné, il faut des hommes nouveaux, avec des idées nouvelles. Bon. Notre ami Amadou Tierno Diallo n'en est pas là. Parlons de son livre sous l'angle culturel et littéraire. Par conséquent, nous verrons bien à terme comment tout cela peut se résoudre. Mais en tout cas, ça va très mal. Vous avez évoqué le tribalisme également. Oui, on va y revenir. D'accord. Et donc, je vais passer la parole à M. Dramé. M. Dramé, ce livre, donc, ça ressemble un peu au reste de l'Afrique, hein, comme la Guinée, votre pays, le Sénégal aussi. Et donc, est-ce qu'à votre avis, au Sénégal, le pays a énormément évolué sous les différents présidents et, quand vous étiez jeune, donc, qu'est-ce qui a changé? Il faut d'abord dire une chose, c'est que son livre est multidimensionnel. Il est multidimensionnel et ça touche tous les secteurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un livre programmatique. Pour revenir à la question, il y a une continuité de l'État partout, mais il y a une continuité de l'histoire d'un pays d'Afrique à un autre et une continuité de modèle d'un pays à un autre. Tant que cette continuité-là ne va pas dans la discontinuité de l'ancien système pour trouver le nouveau système, nous ne sortirons pas donc du copier-coller. Oui, au Sénégal, nous avions aussi et nous avons toujours ces mêmes problèmes. Et c'est pour cette raison que on y reviendra, la problématique de la rupture, que ce soit au Sénégal, en Guinée ou partout en Afrique, par rapport à l'ancien système, cette problématique de la rupture est une nécessité absolue. D'accord? Donc oui, au Sénégal, on a eu ce problème. Et souvent, on nous parlait des milliards et des milliards investis ici ou là dans les hôpitaux, dans les infirmeries. Mais quand on se déplace, parfois dans certains centres de santé, on revient plus malade qu'on y est arrivé. Et il vient de soulever une question. Pourquoi est-ce que certaines maladies prennent de l'importance au niveau spatial, d'une génération à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un individu à l'autre? C'est parce que justement, malade, pauvre, on ne va pas à l'hôpital. La connexion ne se fait pas entre les deux. Quand on est malade, on se demande d'abord qu'est-ce qu'on va manger. On ne se pose pas la question combien il me faut pour aller à l'hôpital parce qu'on sait qu'à l'hôpital, on n'a pas les moyens. Vous vous rendez compte, vous allez pour faire une visite et on vous demande d'abord de payer 20 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs juste pour commencer la visite. Et si vous ne les avez pas, ça veut dire qu'on ne vous prend pas. Dans certains secteurs, c'est comme ça. Dans certains endroits, c'est comme ça. Dans certaines zones, c'est comme ça. Et ce système se reproduit. Donc, ce qui est plus ou moins
à des échelles différentes, à des époques différentes. Ce qui est plus ou moins, je dirais, décrit, la description qui est faite du cas de la Guinée, on peut retrouver ça dans beaucoup de pays africains, notamment au Sénégal aussi. On a ce problème sanitaire, ce problème médical. Et c'est pour ça d'ailleurs que si on avait les moyens, si on avait développé la santé, la hiérarchie ne se déplacerait pas de l'Afrique pour venir se soigner ici. Ça c'est une leçon de la vie. Si on avait tout sur place, tout c'est trop dire. Mais l'essentiel, si on avait l'essentiel sur place, on ne ferait pas cette noria-là médicale entre l'Afrique et ici. Monsieur Camara, alors, donc, toujours en se référant du livre, et, parce que je l'ai lu entièrement, hein, donc il a parlé du tribalisme en Guinée. Et donc, un fléau que Sékou Touré a combattu. Mais un homme politique guinéen, que je ne vais pas citer ici parce qu'il n'est pas là pour se défendre, et avait soulevé cela en déclarant une phrase qui a choqué beaucoup de Guinéens. Et donc, est-ce qu'à votre avis, à nos jours, en 2024, il y a encore le tribalisme en Guinée? Ça se nourrit de la pauvreté, ça se nourrit de la médiocrité, ça se nourrit du fait que la jeunesse elle-même n'est pas outillée pour comprendre que vivre ensemble est une chance, il ne faut jamais rater. Et je dis ça à tous les Guinéens, à toute la jeunesse. Ce qui s'est passé au Rwanda m'a ouvert les yeux. Il se trouve que si les Rwandais avaient compris à l'époque qu'il fallait par l'éducation lutter contre l'esprit ethnique, ce qui s'est passé ne se serait jamais passé. Donc, je m'inscris dans la lignée de ceux qui disent qu'il faut éduquer la jeunesse guinéenne pour ne pas qu'elle se laisse entraîner dans le tribalisme. Le tribalisme, ça ne veut rien dire, ça ne mène nulle part. Le communautarisme, ça ne veut rien dire, ça ne mène nulle part. La Guinée est un petit pays par rapport au Nigeria, par rapport à la République démocratique du Congo. On a intérêt à être ensemble que divisés. Donc, c'est une question d'éducation. Et c'est une question de force morale. Nous, on s'inscrit avec Amadou Tiano Diallo dans ce cadre-là, unis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, contre le tribalisme. Quant aux hommes politiques, sans foi ni loi, qui se servent de la pauvreté des jeunes pour leur dire, voilà, si vous jetez des cailloux, ou si vous vous engagez à mourir pour moi, si je prends le pouvoir, vous aurez ceci ou vous aurez cela, ils les trompent. Ces hommes politiques trompent la jeunesse, mais ils se trompent eux-mêmes. Parce que la preuve, j'en parle aujourd'hui. Il n'est pas question qu'un homme politique en Guinée continue à dire aux jeunes, descendez dans la rue, caillassez les voitures. Surtout que ces jeunes se font tuer pour rien. On peut éviter. L'armée guinéenne n'est pas outillée pour dire que voilà, il ne faut pas tirer à balles réelles. C'est une armée de république bananière, très mal formée. Pour un oui ou pour un non, elle tire n'importe comment. Donc il faut aujourd'hui ce que j'appelle de nouvelles figures et lutter contre la violence en Guinée parce que l'esprit ethnique n'a plus sa place. Très bien. Monsieur Silla, donc que pensez-vous donc Monsieur Souma. Monsieur Souma, excusez-moi, que pensez-vous donc de cette remarque, en effet, de l'auteur concernant le tribalisme? Oui, c'est un serpent de mer, cette histoire de tribalisme en Guinée. Tout le monde qui vient, les présidents qui se succèdent, disent toujours réconciliation. Mais personne ne s'est battu en Guinée. C'est ça le drame. Et ce sont ceux-là ces chefs d'État, soi-disant, qui alimentent le tribalisme. Les Guinéens s'entendent entre eux. D'une région à une autre, ils sont tous d'accord. Ils sont les mêmes. Et on peut te recevoir dans n'importe quelle famille, de la basse-côte jusqu'à la forêt, sans problème. Alors, c'est devenu un moyen, n'est-ce pas, pour certains chefs d'État, tout simplement, de créer la division afin de mieux régner. C'est ça le drame de la Guinée. C'est un faux problème. Les Guinéens s'entendent parfaitement entre eux et vraiment dans la courtoisie habituelle. Et il suffit de se déplacer de sa région à une autre. Il y a des règles à suivre, mais vous êtes accepté en tant que Guinéen comme tel. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai observé dans le pays. Le tribalisme, ça a existé à la fin de la colonisation. Un tant soit peu. Et c'est Sékou Touré aussi qui a instrumentalisé cela. Il a fait en sorte que
tout ce qui était d'une autre tribu ou d'une autre, je dirais pas nationalité, mais qui n'était pas... d'une autre ethnie. D'une autre ethnie, voilà, c'est le terme qui m'échappait. Et il a fait en sorte qu'il rassemble tout le monde et puis les tuer les uns derrière les autres pour effectivement faire la promotion d'une ethnie. Et c'est ça qui crée la frustration actuelle. Néanmoins, il a fait par ailleurs quelque chose de très intéressant, c'est de faire en sorte qu'il y ait des mariages entre les ethnies. À partir de cet instant, la guerre n'a plus lieu. Ben oui. Vous êtes Peul, vous avez épousé une femme Soussou ou inversement, le fils que vous avez ne va pas se battre contre l'autre. Non. Ça, c'est un aspect positif de cette affaire-là. Mais autrement, les Guinéens s'entendent parfaitement entre eux. Ils sont certainement instrumentalisés. Alors, M. Dramé, et je sais que votre pays est moins concerné par le tribalisme, hein, le Sénégal, même si avec Macky Sall, c'était limite. Mais que pensez-vous donc dans l'ensemble le tribalisme en Afrique? De façon générale, je vais faire 2 ou 3 remarques. La première remarque, quelles ont été les grandes forces de l'esclavagiste et du colonialiste? C'était de jouer sur nos divisions tribales, sur nos divisions ethniques. Ils se sont engouffrés dans ces failles-là, dans ces sillons-là, pour faire la sale besogne en nous divisant. Diviser pour régner, diviser pour imposer le christianisme, diviser pour chasser nos chefs religieux musulmans, diviser pour que telle ethnie s'attaque à telle autre ethnie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la société traditionnelle déjà, dans ses valeurs ancestrales, est une société qui est marquée par, malheureusement, cet art. La deuxième chose que je veux remarquer, c'est le fait que le discours politique s'est progressivement servi de la division de notre société, des différences ethniques, des différences religieuses, des différences spatiales, pour imposer plus ou moins, j'allais dire, sa vision du monde. Donc, le discours politique qui s'est appuyé sur l'ethnisation n'a fait qu'aggraver plus ou moins cette situation-là et partout en Afrique. Et on connaît les mêmes conséquences. La troisième chose au Sénégal, mais non, les mêmes effets produisent souvent les mêmes causes produisent souvent les mêmes conséquences. Il ne faut pas se dire. On dit souvent, d'ailleurs, j'ai toujours lutté contre ça, il y a une expression qui sort au Sénégal, on dit « Sénégal ben bopla ». C'est-à-dire que le Sénégal fait 1, on ne peut pas le diviser en 2, en plus. C'était déjà divisé. On est déjà divisé. Non, les ethnies sont encore représentées dans leur existence, dans leur façon de faire, dans leur façon de se rassembler en fonction de leur appartenance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le discours politique, parfois, lorsqu'il est irresponsable, tel que le président Macky Sall l'a fait à un moment donné, vient effectivement exacerber, activer un tout petit peu ce fardeau-là, ces fléaux-là. Donc ça existe, mais peut-être que nous n'en sommes pas arrivés à l'affrontement physique d'une ethnie par rapport à l'autre, mais dans le discours, ça existe toujours, et peut-être que même, et heureusement pour l'Afrique, les plaisanteries de cousinage et tout ça viennent parfois au moins atténuer cette différence-là. Mais parfois, on le fait dans le sens de plaisanter, alors que dans le fond, on le pense vraiment. Donc, il faudrait que l'Africain arrive à se dire qu'on est arrivé dans un monde nouveau, qu'on est arrivé dans un monde mondialisé, un monde de proximité et de mixité, et que dorénavant, il est irréversible que les ethnies se taisent en ce qui concerne les affrontements, mais s'enrichissent en ce qui concerne le partage. Tant que cela n'est pas arrivé, je pense que nous perdons un versant du développement socio-économique d'ailleurs, qu'il a bien développé dans ce livre-là, M. Amadou Thierno Diallo, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre multidimensionnel où tous les sujets qu'on peut rencontrer en Afrique sont plus ou moins traités, je ne dis pas de façon exhaustive, mais de façon très indicative. Très bien. Alors, M. Camara, il a également évoqué l'exode rural. L'exode rural donc, consiste à ce que les jeunes Africains quittent leur village pour venir
dans les grandes métropoles, notamment à Conakry, ou même aller dans les pays voisins comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qu'il avait cité dans le livre comme exemple, ou même en Europe et aux États-Unis. Donc, est-ce que cet exode est dû à quoi? Aux difficultés de la vie ou au manque d'espoir des jeunes? Alors, face à des émissions comme Face à l'Afrique que vous animez, les médias ont leur part de responsabilité dans ce que j'appelle la désinformation, faire croire que tout est en Europe, que dès que tu arrives à Paris, tu as l'argent facile. Tout ça, c'est faux. En plus, et c'est pourquoi votre émission m'intéresse, il faut que toutes les télévisions, toutes les radios, tous les réseaux d'information viennent à la vérité. La vérité, elle est simple. Si aujourd'hui, de jeunes Guinéens, dans un pays qui a tout, l'eau, les diamants, qui a même du pétrole, si ce pays, au lieu d'organiser sa jeunesse... Et qui a aussi des terres. Mais qui a des terres en plus. Ouais. S'il y avait ce que j'appelle la vérité de l'information, en disant aux jeunes gens à Labé, à Belekoro, à Sigiri, et je ne sais où, en leur disant, ici, si vous vous formez pour être de très bons ingénieurs, des agronomes, des médecins, même des infirmiers, mais vous allez vivre ici dans le paradis. Si la désinformation des médias colonialistes, oui, qui disent n'importe quoi, la Guinée est devenue l'enfer. Non, la Guinée n'est pas l'enfer, ce sont les médias, les faux médias, qui rendent la Guinée comme ils veulent le faire passer pour un pays d'enfer. La vérité, la jeunesse a été intoxiquée, désinformée. Et donc, cette jeunesse quitte nos villages, ça vient d'avoir à Conakry, massivement. Ils sont partout. Alors que si on les avait dit au départ, on vous forme et vous restez au village et vous devenez ce que j'appelle des acteurs de l'économie et non pas des acteurs, si vous voulez, c'est-à-dire les campagnes se vident. Totalement. Donc, je vous le dis tout de suite, l'Union internationale des jeunesses africains tiendra tête à tous ces faux médias, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur puissance, pour leur dire qu'il faut réinformer la jeunesse guinéenne pour qu'elle reste dans notre pays. Et c'est pourquoi je salue Amadou Thierno Diallo, parce que nous allons élever le niveau du débat partout, en disant à notre jeunesse, le paradis c'est la Guinée et nulle part ailleurs. RFI et beaucoup d'autres médias n'ont qu'à raconter n'importe quoi. Et oui, je le dis parce que je le sais, on va dire n'importe quoi sur la Guinée, au point de confondre Sékou Touré et le pays. Sékou est un homme comme vous et moi, il est parti. Mais le pays reste. Donc il faut que la jeunesse s'organise en fonction de ce que nous avons. Et il faut qu'on travaille. Moi, à mon âge, regardez, je suis encore debout. Mais quand j'étais encore plus jeune, j'étais encore plus percutant. Et plus combatif que jamais. Plus combatif que jamais. Même quand je marche en boitant. Je suis très content. Je marcherai longtemps encore en boitant. Donc, la jeunesse guinéenne, nous allons la réorganiser avec Thierno Amadou Diallo et avec d'autres grandes figures guinéennes. Maintenant, Mamadou Doumbouya, je ne veux pas lui taper dessus. Honnêtement, si lui-même qui est jeune avait promis, dès qu'il a pris le pouvoir, il allait donner un espoir à la jeunesse. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il y a des enlèvements en Guinée. D'accord. Mais c'est très grave. D'accord. Non. Je ne suis pas là pour lui taper dessus. Oui. Je suis là pour lui dire qu'un régime militaire, ça doit sécuriser et non pas faire peur. D'accord. Donc, je vais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur la Guinée. Donc, M. Souma, alors, l'exode rural et l'immigration. Oui, moi j'attribuerais cette faute, parce que c'est une faute grave, à la gouvernance. Nous sommes 40, on a plus de 60 ans d'indépendance, où est-ce qu'on en est? Naturellement, ça pousse la jeunesse à partir chercher ailleurs. Si j'ai félicité ce livre, c'est parce que tout simplement, M. Diallo rapporte une vérité. Et c'est ce qui a échappé à cette jeunesse-là. Si cette jeunesse savait cette vérité, se mettrait à faire ce que tu viens de dire, à savoir prendre la daba, la houe, etc., faire quelque chose dans son pays et obtenir de quoi vivre. C'est tout à fait possible en Guinée. C'est le domaine du tout possible dans ce pays-là. Parce que nous avons l'eau, le soleil et les hommes. Et la terre. Et la terre. Oui. Et les hommes.
Donc là, franchement, il n'y a pas d'excuse pour dire les médias ont fait ceci, les médias ont fait cela. Je veux bien. Ils ont certes une part de responsabilité, mais c'est la carence de la gouvernance. Des systèmes. Oui, depuis l'indépendance. Voilà. Monsieur Dramé, donc c'est quelque chose qui est commun à toute l'Afrique, hein, surtout à l'Afrique subsaharienne, l'exode rural et l'immigration. M. Souma a parfaitement raison. Une question de gouvernance. 60 ans quand même. 60 ans quand même. On devrait avoir honte. L'océan bouffe nos enfants. Voilà. Le désert brûle nos enfants. Oui. Ils partent. Avant, on expliquait plus ou moins l'exode rural par la désertification, manque de pluie, on ne peut pas cultiver. Donc les jeunes quittent les villages, ils viennent dans les capitales qui sont devenues des métropoles incontrôlables. Tout à fait. Avec des activités informelles incontrôlables dont les ressources, personne ne sait où ça va. Maintenant, de la désertification, on arrive au dérèglement climatique. Ce qui veut dire que si on devait rester dans la logique de l'explication, ça veut dire que ça devrait être encore plus catastrophique maintenant parce que le dérèglement climatique avec les inondations et tout ce qu'il y a partout, tout ça va pousser les enfants à aller chercher ailleurs. Aller chercher ailleurs, ça s'explique aussi par une autre chose en dehors de la gouvernance et en dehors des problèmes naturels. C'est le fait qu'il y a ce que moi j'appelle l'effet de démonstration-imitation. L'Occident nous a démontré qu'on n'est rien, qu'on n'a rien, qu'on ne possède rien. Et nous, nous sommes inscrits dans cette histoire, dans cette logique qu'on n'a rien, qu'il faut aller chercher ailleurs. Que le meilleur se trouve ailleurs. Et on s'est engouffré dans cette problématique-là du déplacement. Et du coup, si on parle de l'immigration, le provisoire qui dure a fait de nous autres les esclaves de l'Occident. On n'arrive plus à quitter l'Occident pour aller vivre chez nous. Et en allant vivre chez nous de temps en temps, nous démontrons ce que nous avons, nous démontrons ce que nous faisons, nous démontrons ce que nous faisons au pays et ça donne envie aussi aux autres d'aller faire la même chose. Et même quand on galère ici, on ne le dit pas. Donc ça, c'est un autre problème. Mais pour résoudre ça, allons-y plutôt vers les meilleures gouvernances, comme il a dit, les meilleurs hommes, les meilleurs acteurs politiques, ainsi travailler sur l'employabilité des jeunes en ce qui concerne la formation, l'apprentissage, surtout l'apprentissage. Les longues études universitaires, là maintenant, ça ne sert à rien. Absolument. Il faut engager les enfants vers l'apprentissage, que les pays arrivent à trouver toutes les souverainetés et ensuite le problème de l'emploi est plus ou moins réglé. On sort de l'informel, on va vers les petites entreprises. Peut-être que demain, on finira par se dire l'Europe immigre ou émigre vers l'Afrique. Et ça va arriver. Eh bien, c'est très bien, donc bien conclu et très intéressant ces débats. De toute façon, nous aurons l'occasion de le faire à la deuxième partie, et, quand on va s'intéresser du Sénégal. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur le livre que vous voyez de M. Amadou Thierno Diallo, Un fils du terroir, un livre programme, hein, que vous avez dit, et qui est très riche et qui concerne tous les domaines, tous les secteurs, l'exode rural, l'immigration, les tribalismes. Donc, je vous invite à le découvrir, à le lire. Donc, l'auteur même est invité sur ce plateau le samedi prochain pour venir encore parler de ce livre. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente soirée.